Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est bien Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi, le 23 avril 2024. 4 panélistes, un seul thème, scrutin électoraux, la longue marche. Effectivement. Dans la mouvance des inscriptions, nous allons débattre des conditions, évidemment, pratiques du déroulement serein des élections de 2025. Essayer de comprendre cette forme de frénésie, cet enthousiasme vif qui anime les différents acteurs et qui permet de mobiliser et sensibiliser les citoyens afin de s'inscrire sur les listes électorales. Est-ce le début d'un processus que l'on veut serein, efficace et surtout périn pour la démocratie camerounaise? Quelles sont les failles constatées en ce moment? Quels sont les manquements? Peut-on y remédier? Voilà quelques questions qui permettront, si besoin est, de comprendre les raisons de ce réveil citoyen, la viralité, l'intensité des appels des acteurs politiques et de la société civile, ce matraquage sur les réseaux sociaux. On va en débattre d'abord avec Brice Djolako du MRC. Bonsoir Brice. Mon frère Jupiter, bonsoir. Bonsoir également à tous ceux qui partagent ce plateau avec nous ce soir. Merci de nous avoir invités. Je voudrais profiter de cette occasion que vous me donnez avec beaucoup d'honneur pour saluer mes compagnons de lutte politique qui croupissent toujours dans les géants de la dictature. Saluer particulièrement ceux qui ne sont pas encore jugés, c'est-à-dire qui n'ont pas encore perdu leurs droits civiques et politiques, comme précisait le professeur Alain Fouguet, et espérer qu'ils voteront 2020 ou avant. Et je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui se battent sur le terrain dans le processus des inscriptions sur les listes électorales, et particulièrement le communal jeune, M. Yannick Nganji, qui depuis 2 jours fait un travail remarquable sur le terrain. Jacques-Guillaume Bisseron, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir à mes co-discutants et particulièrement aux aînés de notre tableau. Je suis d'ailleurs très fier de partager ce tableau, ce plateau avec les aînés. Et je suis aussi fier de votre invitation. Vous êtes cadre au PCRN. Honorable Marlise Rose Tongodo Labelle, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes plus à présenter, cadre au RDPC. Oui. Bamassok, bonsoir. Bonsoir, merci. Je dirais le combattant sous une autre étiquette. Oui, si vous ajoutez ça, c'est pas mauvais. Merci à vous, quatre, d'être là ce soir. Peut-être d'entrée, on va s'interroger. Vous, comment vous interprétez cet enthousiasme à l'observation qui semble gagner d'abord les acteurs politiques, parce qu'ils parcourent les rues, maison après maison, sous la pluie, sous le soleil, mais aussi les citoyens qui sont sensibilisés. Comment est-ce que vous interprétez tout cela, Jacques-Guillaume? Permettez-moi, avant d'entrer au vif du sujet, de saluer particulièrement le président national Omar Kaboualibi, qui a su renouveler sa confiance à l'endroit du bureau exécutif de la coordination. Vous n'avez pas salué en interne? Finalement, on fait de la propagande. Permettez-moi de parler de mon président, parce que vous voyez, notre département particulièrement a connu beaucoup de soubresauts après les élections de 2020, et nous avons un homme qui a été fabriqué par le président national et qui a été mis à la tête de cette circonscription électorale. Je parle du conseiller municipal M. Ndopolikap, qui a su maîtriser le jeu, et vraiment, permettez-moi de féliciter ce grand camarade qui fait un bon travail de ce côté-là. Allons-y à l'émission. Pour ce qui est du sujet, la question était celle de savoir comment est-ce que nous appréhendons cette frénésie ou bien cet engouement qui ne cesse de se manifester de ce côté de l'inscription sur les listes électorales. Il convient déjà de rappeler que le président national du PCRN, honorable Kaboualibi, depuis 2017, s'est inscrit contre vents et marées et a subi d'ailleurs beaucoup de railleries à ce sujet. Il a été, nous qui le suivons, nous traitait des cabris, on nous traitait de tous les noms. Cela n'a pas empêché que nous restons sereins, nous restons focus, nous restons convaincus de cet idéal selon lequel la République doit subir justement ces mutations progressives, bien sûr, mais que ces mutations doivent passer par les inscriptions massives sur les listes électorales. Nous avons évolué, nous avons insisté de cette manière au point où, malgré la modestie de nos moyens, nous avons réussi
à créer, à pouvoir floquer. À l'époque, nous étions étudiants, notre leader était encore étudiant. C'est vrai, il avait un petit job à l'université. Nous avons pu floquer des banderoles, des t-shirts, des flyers distribués dans tout l'étendue du territoire. Nous ne sommes pas arrêtés là. Après 2020, nous avons créé un nouveau concept, le dîner, ou bien on appelait le dîner des... Comment on appelait encore ça? C'est-à-dire, on a créé un concept où nous pouvions, le barbecue des inscriptions, c'est ça. C'est-à-dire, nous pouvions arriver à arpenter les carrefours. Nous arrivons là, on pouvait, pendant que nous mobilisons les jeunes, des Camerounais de tous bords, on pouvait trouver les moyens de distraction et de partager cet amour avec ces derniers. Au finish, nous comprenons simplement que notre Cameroun, nos compatriotes du Cameroun ont réellement pris la chose à bras le corps et ils ont réussi à s'accaparer du projet. Aujourd'hui, le résultat, il est clair. La masse des Camerounais, la majorité des Camerounais, ils ont compris que l'honorable Cabral Bi avait vu net. La jeunesse n'a pas eu tort, comme on nous a fait croire à un moment donné que le jeune Cabral n'avait pas la vision, il n'avait pas l'expérience. D'accord. Voilà, pour une fois, un jeune a donné le ton, il a fixé le cap. Nous avons qu'à dire bravo. Honorable, cette frénésie, Oui, aussi peut-être péjoratif, un enthousiasme remarquable. Effervescence. Voilà. Ben, je crois qu'elle est juste conjoncturelle. Je crois également que, très sincèrement, c'est bien d'appeler aujourd'hui les personnes, les Camerounais à s'inscrire parce que le processus électoral est très important et il commence par cette étape-là. Quand vous avez raté cette étape, alors le reste, vous ne pouvez plus rien faire. Donc c'est important que chacun de nous, chaque citoyen, parce que le jeu démocratique, il est surtout intéressant quand il s'adresse à des citoyens. Absolument. Quand c'est des populations, ça n'a aucun intérêt. Les gens qui votent pour les frères du village, ou pour les cousins, ou pour les voisins et tout, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'apporte rien au pays. Ce qui apporte, c'est quand l'action devient citoyen. Alors, quand on observe, on se demande pourquoi avoir attendu aujourd'hui. Je ne parle pas du PCRN qui a très vite affiché cette ambition-là de faire bouger les jeunes et de les intéresser. Hein? Parlez de qui? Si vous ne parlez pas du PCRN, vous parlez de qui? Vous dites, vous ne parlez pas du PCRN qui a très vite affiché l'ambition. Par contre, oui, non, mais il y a d'autres hommes politiques qui ont plutôt semé dans la tête des Camerounais le doute c'est-à-dire se basant sur ce qu'ils pensent être un mauvais processus électoral, ils ont mis dans la tête des Camerounais qu'il ne fallait surtout pas aller voter. Il ne fallait surtout pas aller s'inscrire. Et je crois que nous tous nous connaissons ces personnes-là, qui devraient d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, présenter leurs excuses à ces Camerounais-là qu'ils sont en train d'aller réveiller sur le tard. Parce que ça n'a pas de sens qu'il y a 7 ans, il y a 15 ans, on ait fait croire aux gens que le processus électoral ne peut aboutir à aucune expression réelle de la volonté du peuple et qu'aujourd'hui, on croit subitement que c'est possible et qu'il faut faire inscrire les gens. Donc, bon, tout le monde apprend. Hein. Je pense que ceux qui ont posé ces actes avant ont eux-mêmes vu les conséquences de ces actes. Si aujourd'hui, après avoir appris, ils ont compris qu'il faut que chaque citoyen se mobilise pour le choix de nos représentants à divers niveaux, c'est une bonne chose. Brice? D'abord, la conscience collective, la prise de conscience collective et le mal-être généralisé. Vous vous êtes rendu compte qu'il y a de cela presque 2 ou 3 ans, 4 ans,
D'abord, en 2019, on nous retirait la canne. Et ensuite, on nous dirait que cette canne a glissé, autant pour moi. Nous avions eu Covid-Gate, Can-Gate. On peut multiplier les scandales par 1000. Et du coup, le citoyen camerounais se pose justement la question à savoir, devons-nous continuer dans cette même lancée où il y a des échecs à répétition, ou alors allons-nous passer à autre chose? Essayer au moins autre chose, pour voir si on ne regrettera pas, comme certains, entre guillemets, sont en train de regretter l'ère passée, c'est-à-dire l'époque du président Amadou Ahidjo. Je parle sur le contrôle du combattant Mohamed Sok qui a vécu cette belle époque et qui d'ailleurs a engrangé de nombreux prix. Son combat ne commence pas aujourd'hui. Donc à partir de ces échecs, de ces scandales à répétition, les citoyens camerounais ont commencé à prendre conscience qu'en réalité, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Le mal-être généralisé, comme je disais tantôt, vous allez vous rendre compte, avec la flambée des prix, l'augmentation du prix du carburant. C'est-à-dire, dans tous les secteurs où il peut y avoir des dépenses, vous vous êtes rendu compte que les prix ont augmenté. Alors, à ce moment, le citoyen dit, bon sang, on ne peut pas continuer à cette époque. Comme ça, nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous avons encore une carte à jouer. Et cette carte-là passe effectivement par le vote. Et entre guillemets, la carte électorale. C'est la carte que les citoyens ont choisie à cause du mal-être généralisé, comme je venais tantôt de dire, la prise de conscience collective. Donc, ceci étant, les Camerounais ont compris qu'en réalité, il faut changer l'ordre gouvernant. Et pour le changer, c'est certainement pas les unes. Parce qu'en réalité, le MRC, en ce qui concerne notre parti, a toujours dit, depuis sa création en 2012 jusqu'à aujourd'hui, le slogan est clair. Lorsqu'on dit MRC, on dit « Changeons l'avenir dans la paix ». Nous voulons changer ce pays dans la paix et pas les unes. Et c'est la raison pour laquelle, conscients de ce credo, les militants du MRC sont descendus sur le terrain, accompagnés Elecam dans le processus des inscriptions sur les listes électorales. Je vous rappelle, avec un chiffre précis, vous savez, je suis chargé de l'inspection et l'évaluation à la commune, je peux vous dire que par jour, le MRC inscrit ici, dans le département du Vouri, 1000 personnes. Ce sont vos chiffres. Je dis bien, je peux vous les présenter, je dis 1000 personnes. Le littoral a combien de départements? Je parle uniquement du département du Vouri. Imaginez le nombre de départements que le littoral en a. C'est-à-dire, vous pouvez faire le ratio et avoir un chiffre approximatif. Ce que les militants du MRC font sur le terrain, il en est de même dans tous les 10 régions, dans tous les 360 arrondissements que compte. Il y a 10 000 il en est de même. Il y a 10 000 personnes inscrites par jour. C'est une probabilité. Ah d'accord. Voilà. C'est une probabilité. Voilà. Donc j'ai pris le chiffre moyen. J'ai pris le chiffre moyen du département du Vouri. Si on est dans l'approximation, vous pouvez donc faire le ratio et comprendre combien de régions le Cameroun dispose, combien les 58 départements est-ce que les Camerounais, particulièrement les militants du MRC, accompagnent Elecam dans cette procédure. Alors sur le terrain, puisque nous sommes sur le terrain, nous ne venons pas sur le plateau pour spéculer, non. Nous sommes sur le terrain et nous vivons les réalités des droits. Je pense que vous avez vu régulièrement mes photos, pas seulement dans le département du Vouri, mais aussi dans le CAM et bien d'autres départements que compte la région du littoral, le Mbungo et bien d'autres, accompagner mes camarades dans ce processus. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Il y a une question qui nous est régulièrement posée, c'est-à-dire les militants, les Camerounais, pas les militants, parce qu'en réalité, ceux qui ont donné la victoire au professeur Maurice Kamto n'étaient pas seulement les militants du MRC. Il faut d'abord l'avouer. Alors, ils disent, est-ce que le président a confirmé que vous irez aux élections, pas des élections plurielles? Nous avions dit oui. Le président a donné sa parole. Tout le directoire du MRC a donné la parole. La structure dirigeante du MRC, que ce soit de la base jusqu'au sommet, a donné la parole. Il dit ok, dans ce cas, nous partons nous inscrire. D'accord. Ça pose, non, je suis en train de dire des choses très sérieuses. Oui, ça pose là un réel problème. La question n'est pas anodine. Lorsque les citoyens lambda posent. Ça voudrait dire en réalité quoi? Que lui, le citoyen camerounais aujourd'hui s'inscrit pour voter Kamto.
Est-ce que vous comprenez très bien? Parce qu'ils nous disent réellement que vous n'êtes pas allé aux élections en 2020. Ça nous a un peu dérangé, mais nous avons compris parce que vous avez fait ce sacrifice pour nous. Alors, si vous irez à l'élection ou alors aux élections, nous partons à l'instant nous inscrire. D'accord. Donc vous comprenez qu'en réalité, la détermination du président Kamto ainsi que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun a engagé une ferveur populaire qui pousse désormais les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Gomasok, la même question, c'est de savoir, vous, comment vous expliquez cet engouement. Une des difficultés sur les plateaux de télévision, c'est quand on parle beaucoup. Parce que quand on parle beaucoup, celui qui écoute au village finit par ne rien comprendre. Donc je vais être bref. L'engouement aujourd'hui s'explique par le fait que ce n'est que de ça que les gens parlent. Ce n'est que de ça. Donc quand un sujet est partout au marché, à l'école, sur la rue, les gens finissent par s'adapter à ce sujet. Les gens parlent aussi de la FECAFOOT, par exemple. Oui, non, je dis un des sujets très en actualité. Bon, il y a le problème des inscriptions sur les listes électorales. Bon, on ne viendrait pas ici chercher la palme d'or de qui a commencé à dire qu'il faut que les gens s'inscrivent. Mais je me rappelle très bien, où je vais rappeler ça aux gens, que c'est en 2008 que nous organisons le pas décisif à travers le pays, où nous faisons 7 régions sur 10 pour dire, entre autres, aux gens de s'inscrire sur les listes électorales. À l'époque, nous disions qu'il faut 10 000 inscrits au moins. Je dis en 2008. De manière que lorsque le PCRN envoie quelqu'un au pavillon chez moi, me consulter pour ce problème d'inscription, quand je lui sors le document qui indique que nous avons fait le tour du pays pour ça, il n'est plus revenu parce qu'on s'était donné rendez-vous, puis il revient, il n'est plus revenu. Mais je dis que ce n'est pas pour chercher la palme d'or. Ce que je suis en train de vouloir soutenir ici, c'est que mes concitoyens doivent s'inscrire sur les listes électorales. Mais en se demandant pour aller faire quoi le jour des urnes. D'accord, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, cette question nous amène à savoir comment vont se dérouler les élections. Mais si les élections se déroulent comme d'habitude, comme ça s'est toujours déroulé, il y a toutes les chances que ça se passe après comme toujours existe. Parce que pour que nous sachions que les inscriptions vont porter ce que nous souhaitons que ça porte, c'est-à-dire qu'une élection juste parce que transparente, la garantie de la transparence est encore à débattre, puisque l'ECAM n'a pas changé de structuration, les lois électorales sont restées les mêmes, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle est la même. Bon, comment est-ce qu'on pense que les mêmes causes ne vont pas produire les mêmes effets si on ne débat pas sur comment les élections vont se passer? Donc moi je crois qu'à côté des inscriptions sur les listes électorales, il faut bien qu'on dise aux gens comment est-ce que nous allons garantir que les élections seront justes et transparentes. Transparentes parce que juste. Donc, convier nos concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales, oui. Mais leur dire comment nous pensons que leur voix sera comptée dans l'urne et que le résultat sera prononcé selon les voix qu'ils auront données est quelque chose de très important, je crois. Sur ce deuxième tour de parole, je commence avec vous, Bomassok. À 18 mois, si le calendrier est respecté, donc d'ici octobre 2025, avez-vous le sentiment qu'on peut faire autrement que la suite du processus? Inscription, convocation du corps électoral, y a-t-il encore une marge de manœuvre nécessaire pour que les populations s'intéressent de comment les élections se dérouleront? Y a-t-il autre chose à faire? Est-ce que c'est maintenant qu'on va stopper les lois électorales pour dire refaisons tout cela? Si on s'inscrit, c'est bien pour partir dans le même contexte, dans les mêmes conditions. On doit créer des conditions pour que les élections se passent bien. Ça ne se crée pas tout seul. Ce sont des hommes, ce sont des responsables politiques, ce sont les citoyens, à la différence des habitants. Les citoyens doivent influencer le débat politique en disant aux gens que nous voulons bien aller nous inscrire. Nous nous sommes inscrits. Nous voulons aller à une élection juste, transparente, parce que juste. Donc, on ne peut pas dire que comme on est seulement à
même à 2 ans, même à 3 ans, on ne peut pas. Ou même à 8 mois, on ne peut pas. On peut à tout moment arrêter un processus qui nous conduit vers le mur et recommencer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps pour ça. Et je dois encore dire à mes concitoyens que lorsque le processus électoral est obstrué, comme c'est le cas au Cameroun en ce moment, parce qu'il faut le dire, ce processus est obstrué, il n'y a pas que par les élections qu'on peut faire changer les lignes, faire bouger les lignes dans un pays. Mais si on a choisi la démocratie, c'est bien uniquement par... Non, ce sont les choix que les gens peuvent faire un matin et puis les changer le soir, parce que ça ne marche pas. On peut faire autre chose que l'élection. Mais bien entendu, qui vous a dit qu'il n'y a que pas les élections qu'on fait bouger les lignes dans un pays? Les élections sont une voie, et quand cette voie-là ne peut plus être positive pour que les masses soient contentes d'aller et de faire bouger les lignes, les masses doivent savoir qu'il n'y a pas que par les élections qu'on fait bouger les lignes. Je ne vous demanderai pas les autres voies. Non, je ne suis même pas là pour dire, mais je dis qu'il y en a. Qu'on ne fasse pas croire aux gens qu'il n'y a que par les élections qu'on peut faire bouger les lignes dans un pays. C'est pas vrai. Ok. Alors, Jacques Guillaume, essayons de contextualiser, puisque l'autre pan, évidemment, de la question qui n'est pas forcément ressorti, c'est l'importance des élections, partant évidemment de ces inscriptions-là. Si on contextualise, donc, nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, à 18 mois. La précédente élection s'est passée il y a pratiquement 6 ans, 2018. Pendant tout ce temps-là, tout le monde traînait les mains dans la poche, et puis du jour au lendemain, on incite, on sensibilise, on appelle tout le monde à aller s'inscrire. Si on essaie donc de contextualiser tout cela, quel peut être l'impact de ce mouvement ambiant à ce scrutin? À ces scrutins, puisque permettez-moi, M. Dipita, de revenir sur les chiffres énoncés par le combattant. Parce qu'il a bien fait de souligner qu'en 2008, nous avions à cette époque, il avait lancé ou bien il avait coactionné le pas décisif. Le mouvement pas décisif qui avait pour objectif l'inscription de 10 000 citoyens inscrits. Je ne sais pas, j'ai quand même un peu de peine quand l'aîné que j'ai beaucoup, qui a bercé notre enfance, peine à voir clairement la nuance que nous soulevons ou le problème que nous voulons poser. En 2018, je ne sais pas si vous avez rencontré, autant dans l'opposition qu'au niveau du pouvoir, une aussi féroce opposition lors de votre démarche. Parce que je sais que... En 2018, il y avait les émeutes. Hein? Non, je veux parler de l'opposition sur le point des inscriptions. Il n'y avait pas que ça. Non. Il y avait entre autres. Je sais que... J'ai été très brutalisé à ce moment. Je sais, le président vous a d'abord traité d'apprenti sorcier. Oui. Cette histoire, nous connaissons tous. Mais je dis, sur ce point-là, des inscriptions, vous n'avez pas, à ma connaissance, été autant violemment traité que j'ai vu le PCRN, qui était d'ailleurs un mouvement citoyen avec 11 millions d'inscrits, un citoyen, un étudiant qui arpentait les rues, les marchés, était insulté autant dans l'opposition que même au pouvoir. Donc le problème réel n'est pas celui, comme vous avez dit, d'être le porte-étendard, mais au moins de reconnaître que nous n'avons pas baissé les bras, malgré les embûches, malgré les obstacles. Nous avons tenu bon et nous saluons d'ailleurs les Camerounais qui aujourd'hui ont pris à bras le corps cette problématique qui a été posée depuis et nous les appelons, nous les invitons. D'ailleurs, pourquoi ne pas atteindre la masse critique aujourd'hui qui est de 15 millions de citoyens à l'âge de voter. Si on atteignait 13 millions ou 14 millions d'inscrits, ça serait vraiment pour nous la solution pour passer à l'alternative dans laquelle ils nous appellent. Pour ce qui est donc de l'alternative, ou bien de l'alternance, il est clair que les Camerounais sont appelés aux urnes pour deux choses. Premièrement, nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Nous avons un candidat, avec le respect que je dois à l'honorable, qui est à 91 ans. Qu'il le veuille ou pas, à partir d'un certain âge, ça devient quand même un peu difficile de se prévaloir certaines postures. Avoir un objectif à atteindre à 98 ans, bon, nous le souhaitons, c'est un patriarche, mais c'est un élément aussi déterminant qui fait croire aux Camerounais qu'il est temps pour nous de
donner la responsabilité de remettre la jeunesse au centre du débat citoyen. Vous voyez au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé? La jeunesse a pris ses responsabilités, les citoyens, les Camerounais ont emboîté le pas. Au Cameroun, on peut aussi le faire. On peut s'inscrire massivement sur les listes électorales et surtout surveiller notre vote. Le deuxième problème est autour maintenant, comme vous l'avez d'ailleurs posé, de la crédibilité accordée à cette thématique ou bien à ce processus. Merci. La crédibilité. À cela, nous avons compris et nous avons pu passer le message aux Camerounais. Ils ont saisi. Les Camerounais ont compris que s'ils s'inscrivent sur les listes électorales et s'ils défendent leur vote, ils auront de ce pas empêché la fraude. Donc, ce matraquage que vous avez d'ailleurs donné votre vie, il faut le reconnaître. C'est tout ce que vous avez fait là. Il est arrivé le moment où on doit récolter de ce que il n'y a plus moyen de nous duper comme avant. On ne peut plus se permettre de s'asseoir dans les bureaux, dans les sous-préfectures pour signer les PV et après c'est passé, c'est plus possible. Avec WhatsApp maintenant, vous voyez en 2018, nous avons eu nos résultats avant même le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas pour rien que le président de notre parti ne s'est pas prononcé sur qui a gagné l'élection parce qu'il savait que nous savions que la victoire selon le PV ne nous était personnellement pas attribuée. Pour dire que, alors qu'en 1992, je pense que c'était quand même assez difficile. Si mes souvenirs sont bons, Laurent Cabral avait quand même dit que c'est l'opposition qui avait gagné. Hein. Je me souviens d'une... Je n'ai pas non plus dit le contraire. Je n'ai pas non plus dit le contraire, M. Dipita. Ce que je révèle juste, c'est que en disant qu'un candidat, voilà, il ne s'est pas désigné vainqueur. Et c'est sur la base de quoi? C'est sur la base de ce qu'il a eu des éléments palpables et touchables qui prouvent qu'il peut se prononcer. Ce qui était difficile en 2008, en 92, qui est devenu possible aujourd'hui. Avec le suivi et cette sensibilisation citoyenne que nous avons, nous sommes sûrs que le quorum sera atteint et 2025 sera très certainement différent. Honorable, sur la contextualisation, l'impact que peut avoir cette forte mobilisation autour des inscriptions, impact sur le processus électoral dans son ensemble. Ok, d'accord. Vous savez, M. Dipita, je suis vieille, mais je ne suis pas sénile. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas amnésique. J'ai vécu dans ce pays des attitudes, des comportements, des déclarations du MRC qui ont laissé penser ou qui peuvent laisser penser que les urnes et le changement dans la paix n'étaient pas leur seule option. Je l'ai vécu dans ma propre concession où le MRC est venu déclarer le chassement. Quand on dit chassement, on a dit quoi? Si c'est les urnes, alors on attend les élections et on va aux élections. Deuxièmement, cette déclaration de cette victoire a été quand même contestée par les militants de la, comment dirais-je, du RDPC. De la, on appelle ça quoi le Conseil constitutionnel? Non, la pyramide. Ah d'accord. Le sommet de la pyramide de ce moment-là. Il y a plusieurs militants du MRC qui ont dit que le professeur Kamto n'avait jamais gagné les élections. C'était des déclarations publiques. Ce n'est pas qu'ils se sont cachés pour le dire. C'était des déclarations publiques. Et je pense que au raisonnement, ce militant-là, il y en a qui? Mais il y a plusieurs militants. Il y a plusieurs militants qui ont déclaré. Il faut dire quel militant. Maintenant... Brice, une seconde. Hein. Oui. Je préfère arrêter tout de suite pour que ça ne se reproduise pas. C'est mieux. Laissons chacun parler. Au besoin, on corrige. La seule personne qui peut intervenir là, c'est bien moi. Voilà, merci. Donc, je voudrais que si le MRC a compris que toutes leurs tentatives, soutenir la base, etc., ça n'a pas fonctionné. Non, par contre, là... Aujourd'hui... Là, par contre... Excusez-moi, monsieur Dipita, parce que quand les événements de Paris ont eu lieu, moi, je m'attendais à une déclaration claire
sur la distance que prenait le MRC par rapport à tout ça. Je suis d'accord de vous excuser, mais en même temps, il faut reconnaître que le MRC, c'est toujours des partis Maintenant, oui, détachés. mais quand on l'a acculé... Même pendant ces événements, le MRC s'est désolidarisé. Quand on l'a acculé, et il y a eu des réunions qui se sont tenues auxquelles ont participé des militants du MRC. Oui, mais ça n'engage pas le parti. Maintenant, tout compte fait, le MRC officiellement... alors, ça engage qui? Le MRC s'est officiellement désolidarisé. Je vous le passe donc pour dire que, à un moment donné, je pense que le schéma n'était pas le schéma d'aujourd'hui. Et quand le représentant du MRC dit que quand ils vont dans le Mongo, ils demandent aux gens de sortir et d'aller s'inscrire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ces premières déclarations, que les gens en ont marre, c'est pour ça que tout le monde va s'inscrire, non. Ils sont quand même obligés d'aller chercher les gens dans leur maison, leur dire de venir s'inscrire et leur donner l'assurance que le président Kamto sera candidat, parce que ces gens-là qui ne veulent pas venir voter, ne veulent pas venir s'inscrire, sont en fait des sympathisants de M. Kamto. Une fois qu'ils ont donc l'assurance que c'est M. Kamto qui va gagner, ils viennent s'inscrire. Alors donc, qu'est-ce que ça veut dire? Raisonnons simplement. Ça veut dire que la résistance qu'on a observée a été quand même entretenue par un certain nombre de leaders politiques. Mais je suis passé dessus en disant que, ok, si finalement nous avons tous appris, tant mieux. Moi, je suis très soucieuse du processus électoral. Parce que si aujourd'hui ça fait palabre, c'est parce que ce n'est pas aussi satisfaisant que certaines parties le souhaitaient. Ça, c'est la pure vérité. Parce que si c'était le cas, il n'y aurait pas palabre. Vous êtes d'accord avec moi, M. Dipita? Donc, s'il y a quelque chose à faire pour aller vers plus de consensus, ce quelque chose à faire ne doit pas devenir un obstacle. Parce que souvent, c'est une question de, comment dirais-je, bon, soit de lobbying et aussi des rapports de force. Donc, pour moi, rien n'est perdu, rien n'est joué. Pour l'instant, ces procès qu'on fait au RDPC d'ailleurs, concernant Elecam, etc., moi, je n'ai pas à répondre de Elecam. Je suis un parti politique, comme le MRC, comme n'importe qui. Si Elecam fait face à des difficultés d'ordre organisationnel, d'ordre logistique, d'ordre humain, etc., c'est le problème de Elecam. Et c'est Elecam que vous devez convier sur ces plateaux pour venir expliquer aux Camerounais ce qui se passe. Mais à chaque fois, nous avons l'impression que vous voulez nous confondre ou alors faire de nous les avocats de Elecam. Bon, maintenant, je vais continuer pour dire que la certitude qu'il y a un candidat qui va gagner, je la trouve parfaite. Puisque moi-même, j'ai la certitude que mon candidat va gagner. Donc, ce n'est pas ça que je reproche à certains partis politiques de savoir déjà qui va gagner l'élection présidentielle. Je dis simplement que le travail à faire aujourd'hui, c'est d'amener les populations, comme les gens sont en train de le faire, à s'inscrire, parce que c'est important qu'ils s'inscrivent, mais n'essayons pas d'embraser l'environnement politique ou de le rendre impraticable, de le rendre tendu au point où nous allons tous être en difficulté et pour rien. Avez-vous le sentiment qu'il y a des tentations à vouloir rendre le climat... Oui, je vis en tant qu'observatrice comme une montée d'adrénaline. Et je dis simplement à mes concitoyens qu'il ne faut pas qu'on en arrive là. Parce que souvent, les dégâts sont tels que personne, in fine, personne ne gagne. Parce que ce que nous voulons tous aujourd'hui, c'est qu'on aille tous aux urnes et que le meilleur gagne. D'accord. N'est-ce pas? D'accord. Voilà. Alors, Maman Sok, l'autre question, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ce changement de stratégie au sein des partis politiques? Comme je l'ai dit tout à l'heure, de 2018 à pratiquement mars,
ou au début de cette année 2024, on avait le sentiment qu'il n'y avait pas cet engouement à mobiliser les uns et les autres. Puis du jour au lendemain, c'est parti. Je crois que les gens veulent faire du politiquement correct. D'accord. Les gens veulent faire du politiquement correct. C'est-à-dire? Et politiquement correct aujourd'hui, ça veut dire dire qu'on aille aux élections. C'est ça le politiquement correct de l'étape actuelle. Donc, tout le monde voulant être du camp de ceux qui font du politiquement correct, je n'en fais pas partie, on ne m'y met pas. Je ne me force pas à m'y retrouver. Mais faire le politiquement correct sous-entend qu'il y a des idées, des intentions sous-jacentes derrière. Oui. C'est-à-dire que du politiquement correct, c'est-à-dire faire semblant. Exact. Oui. Bon, il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être du camp du politiquement correct pour se positionner. Sachant qu'après, ils vont dire on ne sait pas ce qu'ils peuvent devenir, mais je dis qu'il y a beaucoup parmi les acteurs politiques aujourd'hui qui font du politiquement correct. D'accord. Parce que quand tu es dans le politiquement correct, on ne peut pas t'embêter, on ne peut pas t'interpeller, on ne peut pas on peut pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent être évitées autour de toi. Mais je crois qu'il faut qu'on soit juste envers soi-même. Il faut qu'on soit juste envers soi-même et dire les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent. Moi, j'estime que le processus électoral camerounais, tel qu'il est, vous avez dit tout à l'heure que tout est encore en place, tout ce qui était en place en 1900 est encore là. Donc, si c'est encore là, mais les résultats vont se produire de la même manière que les résultats sont souvent produits. Moi, je ne voudrais plus qu'on aille à une troisième victoire volée. Je ne veux pas qu'on m'interpelle encore pour dire combattant, on a encore volé une victoire. Parce que si on vole la victoire, ça veut dire que si on te vole chez toi, ça veut dire que tu n'as pas bien protégé ta maison. Celui qui protège bien sa maison ne se laisse pas voler tout le temps. Donc, il ne faut pas qu'on prenne les Camerounais pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils font et qu'à chaque fois qu'ils vont aux élections, l'élection est au bout du compte volé. Alors, sur la même question, ce changement de stratégie. Merci d'être passé à quelque chose de sérieux. Tout à l'heure, j'ai cru que nous étions dans une scène de théâtre avec une metteuse en scène. Bon, heureusement que nous sommes revenus à des choses un peu plus élégantes. Donc, Brice. Je vais répondre à la question. Non, oui, mais je veux dire, depuis que l'émission a commencé, nous sommes sérieux. Ah, ok. On est d'accord. D'accord. Voilà. Donc, je disais tantôt que ce qui peut... Vous demandez l'impact sur le processus. Non, j'ai demandé cette fois-ci ce qui peut expliquer cette nouvelle tendance, cette nouvelle stratégie des partis politiques à encourager les uns et les autres à... La stratégie n'est pas nouvelle. Vraiment pas, la stratégie n'est pas nouvelle. Je sais très bien que vous êtes impliqué dans les milieux politiques, vous êtes journaliste, et que vous voyez les actions de chaque parti politique, pas seulement aujourd'hui, mais... On nous dit qu'en avril 2023, ce qu'on observe aujourd'hui se faisait exactement avec cette mobilisation, ces appels, ces déploiements sur les réseaux sociaux, ces artistes qui montent déjà au créneau, les différents acteurs des secteurs divers de la société. Je vais arriver. D'accord. Je parle de façon méthodique. Ok. Je quitte des acteurs politiques aux acteurs de la société civile et bien d'autres. D'abord, je parle des hommes politiques et des chapelles politiques. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fruit d'un construit. C'est le fruit de plusieurs étapes, non seulement de la formation militante, mais aussi de la formation citoyenne en général. Les partis politiques n'ont pas seulement pour seule mission la conquête et l'exercice du pouvoir, mais aussi de former et d'informer l'opinion publique, et aussi sur le calendrier électoral. Ça fait partie des missions des partis politiques. Et un parti comme le MRC a passé tout son temps à le faire. Donc dire aujourd'hui qu'il s'agit de quelque chose de nouvel, non, c'est le fruit d'un construit. Vous croyez que en un jour, on pouvait demander à la population de sortir comme ça pour aller s'inscrire sur les listes électorales sans avoir fait une sensibilisation au préalable? Non. Il faut d'abord admettre qu'à un moment donné, après la victoire volée dont le combattant disait, certains Camerounais se sont un peu sentis découragés. Il a fallu faire un travail de fond. Aller dans des fonds de quartier, dans des maisons pour dire voilà, d'une part. Et d'autre part, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a une prise de conscience collective. Là, je parlais des acteurs politiques et des chapelles politiques. Maintenant, si je veux étendre la réflexion sur des acteurs de la société civile, d'autres leaders d'opinion dans plusieurs secteurs tels que la musique
les chapelles religieuses et bien d'autres. Là aussi, il faut comprendre qu'il y a eu une prise de conscience à ce niveau. Je parle d'abord des leaders religieux. Nous avons attendu ça au Cameroun, que ça se reproduise au Cameroun, parce que ça s'est fait. Je voudrais convoquer sur le contrôle d'un aîné qui était sur le plateau, les acteurs religieux tels que Monseigneur Normand, qui avait régulièrement fait la sortie. L'histoire politique nous l'enseigne. Il y a eu également plusieurs prélats qui ont fait des sorties concernant l'activité, la gestion de notre pays. Là aussi, des sorties, on peut dire entre guillemets politiques, parce que ça s'intéresse à la gestion de la cité. Donc, ils en ont fait. Je veux dire que Brice, maintenant, en ce qui concerne les musiques... Donc, tous ceux qui disent que le mouvement actuel est quand même nouveau se trompent. Non, ceux-là se trompent. C'est-à-dire qu'on s'assoit ce soir pour en parler. Et puis, on ne peut pas s'asseoir ici comme ça, on en parle, et puis le lendemain, les gens se mettent pour aller s'inscrire. Non, c'est le flux d'un construit. Je suis en train de dire que ce processus, en fait, cette mobilisation, cette sensibilisation se porte à porte, y compris avec les réseaux sociaux. Avant, c'était pas ça. Je ne dis pas que les partis ne mobilisaient pas pour s'inscrire, mais on parle de la stratégie, on parle du porte-à-porte, on parle de la sensibilisation sur les réseaux sociaux, on parle de l'interpellation des différents, je l'ai dit, des acteurs de la société et tout le reste. Ce n'est qu'une reproduction de ce qui a été fait avant. Comme je disais tantôt, je suis en train d'aller de façon méthodique. Si je voudrais prendre le cas, par exemple, des artistes, vous savez, il y a des artistes, par exemple, comme Longuet, qui ont chanté privatisé. Il y a des artistes comme Vassero qui ont envoyé la lettre au président. Je ne pouvais pas. Je dis, Vassero a bien, à partir de 2011, Vassero était très engagé et a appelé les gens à aller s'inscrire avant l'élection 2011, a appelé les citoyens camerounais. Moi, je viens de Yaoundé. Vassero et nous étions à Yaoundé. Vassero, on était régulièrement à un studio où il disait allez vous inscrire. C'est depuis que cet artiste a commencé le combat politique. Aujourd'hui, il n'a qu'atteint l'apogée. Il le faisait sur Facebook. Il n'était pas... WhatsApp, vous savez, les réseaux sociaux sont arrivés et ont favorisé la promotion du message. C'est bien ce que nous disons. Ont favorisé la promotion du message. C'est bien ce que nous disons. Avant, ce n'était pas tel, ça ne prenait pas aussi tellement l'ampleur parce que les canaux n'étaient pas aussi ceux que nous avions aujourd'hui. Il y avait vous vous souvenez des débats que nous faisions par exemple à Radio Tchemni Chanto, d'autres radios et bien d'autres, où les gens écoutaient et allaient rapidement s'exécuter sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a aussi l'apparition des réseaux sociaux. Ça aussi, il faut le reconnaître. À partir, que ce soit des Facebook ou des groupes WhatsApp, il y a des mobilisations, des messages de sensibilisation qui appellent les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc, revenant à ce que nous étions en train de dire plus précisément, le rôle, ce que les acteurs font aujourd'hui n'est qu'une reproduction. Je convoquais l'histoire en prenant à témoin le combattant Boamassok. Je pourrais citer 1001 personnes, que ce soit dans la société civile, qui ont toujours appelé, qui ont toujours donné des positions claires. Aujourd'hui, nous sommes contents, par exemple, lorsque le clergé catholique, à travers le numéro 1, qui est le président de la conférence nationale épiscopale, appelle les Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais je dirais tout simplement que c'est la prise de conscience également dans les chapelles confessionnelles et bien d'autres. Il a juste pris conscience. Il y en a aussi, plusieurs chapelles ont pris conscience. On voit certaines églises qui disent non, même les églises que certaines disent non, allez prendre votre destin en main. Nous ne pouvons plus supporter ça. Parce que tellement ce régime en place, comme je disais tantôt, a fait tellement du mal aux Camerounais que chacun voudrait passer à autre chose. Donc, dire aujourd'hui qu'il s'agit tout simplement d'un effet boomerang, non. C'est le fruit d'un construit. Et ceux qui sont politiquement formés savent exactement qu'il s'agit d'une reproduction. Parce que les gens comme les Boamassok ont toujours appelé. Boamassok n'est pas dans un parti politique, sauf si je me trompe. Non, je suis dans un parti politique. Je suis dans l'UPC. Dans l'UPC. Oui. Mais rassurez-vous, il y en a qui ont mené des combats avec vous sans être dans l'UPC. Oui, mais qui étaient des acteurs de la société civile, qui ont appelé à la mobilisation. Donc si aujourd'hui, les ONG et bien d'autres appellent, certains acteurs qui ne font pas partie des chapelles politiques, appellent à la mobilisation pour aller s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas nouveau, M. Boamassok. C'est une reproduction de ce qui s'est fait avant. C'est une reproduction, donc, sauf que certains canaux nous ont facilité la tâche. Oui, la question concernant la stratégie au sein des nouveaux partis, au sein des partis politiques. Monsieur Dipita, permettez-moi quand même de souligner, je vois le camarade de l'autre parti, de l'autre côté,
Brice Diolako qui tente de noyer le poisson dans l'eau, il contourne la question parce qu'il ne veut pas donner à César ce qui est à César. On comprend, nous sommes sur le terrain politique. Mais la vérité, c'est que l'histoire des inscriptions sur les listes électorales n'a effectivement pas commencé aujourd'hui. Elle a connu une évolution. Elle a peut-être évolué, et je vais séquencer en deux phases. Une première phase où nous avons eu la première tripartite, où monsieur le combattant va me recadrer si je vais me tromper tout à l'heure. En 92, nous avons eu un taux de participation à nul autre pareil, ce qui devait donc suppose qu'en cette époque, le taux de participation en 92 était autour de 77%. Taux de participation. On n'a jamais atteint ce chiffre. Sauf qu'à partir de 92, les événements politiques qui se sont succédés au sein de l'appareil politique camerounais font en sorte qu'on peut mieux comprendre la démobilisation qui s'y est installée jusqu'en 2011, au point où les Camerounais ont gobé le message suivant lequel aller s'inscrire n'était que ruine de l'âme. Brice dit que non. Vous voyez donc qu'en 2018, la mission actuelle... Que seuls 3 millions sont allés s'inscrire parce que... Non, ça c'est pas vraiment exact. Le résultat ou bien le mouvement actuel, il faut le reconnaître. Et vraiment, apprenons, si nous voulons prendre le pouvoir, Brice, à donner à César ce qui est à César. Reconnaissons que le jeune, l'étudiant de l'époque, Cabral Libi, a mené un combat d'actualité. Oui, il a mené un combat de... En 92, c'était effectivement 111,87%. Voilà, 111. Oui, sur 4 195 ouais, donc, 687 normalement, inscrits. Si l'équation était restée constante, on devait rester dans la même lancée. Mais je disais, le pouvoir en place a mis des actions, a mené des actions, des répressions, on a vu des militants ou bien des cadres qui ont pris l'exil parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer. Et c'est de là qu'est partie l'extinction de cette première vague de mobilisation. Au point où, à son arrivée en politique, il a trouvé le terrain politique sur le point des inscriptions était muet. Nous voyons d'ailleurs que... Avant lui, personne d'autre n'avait appelé à c'est ce que je viens de dire. On vient de sortir un chiffre pour dire que ça existait, mais à un premier moment, ça s'est arrêté. Quand il relance, on n'y croyait pas. Vous l'avez insulté. Là, il faut qu'on soit clair. Tu dis bien quand il relance, ça veut dire qu'il y a une reproduction de ce qui s'est passé. Mais il est les gens ont appelé à l'inscription sur les élections. Aujourd'hui, on fait la même chose. Responsable de l'état des choses actuel où les Camerounais ont pris enfin conscience que le message que le Noël Cabral passe depuis 2017 est un message fondé. Il nécessite d'y prêter. Donc là, il y a une bataille de revendication. Et le combattant disait tout à l'heure, je tombe pas les fleurs. Bon, maintenant, c'est chacun qui... Mettons quand même les pendules à l'heure. Si je pense que j'ai bien déblayé le chemin et on a bien éclairci les choses, au point où on sait qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le RDPC. Le RDPC ne va pas venir nous dire ici qu'il a mené le combat sur les listes électorales. Le MSC ne va pas venir nous dire qu'en 2020, alors qu'ils étaient dans les tribunaux et dans les prisons, il était en train de mener le combat. RFI du 11 avril 2024. Cameroun, mobilisation inédite du pouvoir et des oppositions autour des listes électorales. Je dis que ce n'est pas bon. Voilà. Je vous laisse poursuivre. C'est pour dire qu'il faudrait qu'on remette les choses, les pendules à l'heure et que le problème n'est même plus à ce niveau, de savoir qui a fait quoi. La véritable équation à résoudre actuellement est celle de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour optimiser. Puisque si nous sommes actuellement à 7 millions d'inscrits sur 15 millions de Camerounais à l'âge de voter, il y a du pain sur la planche. Je pense que le message est donc, puisque nous avons compris la nécessité et nous voyons les acteurs de la société civile et les artistes tous impliqués, qu'est-ce que nous devons faire, nous, au niveau du PCRN, qu'est-ce que nous devons faire pour booster, pour redynamiser, pour augmenter cette masse critique? Est-ce que vous savez, M. Dipita, que le PCRN est le seul parti au Cameroun qui a en son sein un organe appelé une délégation électorale permanente qui est chargée de la question électorale, des inscriptions sur les listes électorales? Au Cameroun,
le camarade qui est responsable de cette délégation, c'est le conseiller municipal de Douala 5, le camarade Patrick Oba, qui, lorsqu'il vous fait des démonstrations, lorsqu'il vous fait il vous montre les résultats de ses recherches, mais vous comprenez que nous sommes là dans un pays où c'est nous-mêmes qui nous condamnons. Parce que si au moins l'opposition s'était accaparée des propositions que nous mettons sur la table, nous au PCN, nous mettons sur la table, on devait être en train de bousculer le RDPC et les CAM. À quel niveau? Au niveau où nous avons des Camerounais qui sont dans la diaspora, qui n'arrivent pas à s'inscrire sur les listes électorales parce que, ils n'ont pas de centre d'enrôlement. Deux, quand bien même ils arrivent à en avoir des appareils à leur service, ces appareils sont vétustes. Mais c'est quand même un problème. Ceci nous amène directement à savoir des millions que l'organe en charge des élections, ELECAM, des milliards que ELECAM gère depuis près de 5 ans. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, honorable, d'y créer une commission d'audit afin qu'ils nous disent que fait-il de ces milliards pour avoir encore de nos jours dans l'enrôlement des listes des appareils qui peuvent enregistrer 10 électeurs, 10 inscrits par jour? C'est quand même pas possible. C'est l'argent des propres citoyens. Alors, quels sont les obstacles que vous rencontrez donc sur le chemin de ces inscriptions-là? Peut-être vous, hein? Oui, nous c'est moins compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que, je vais commencer par le début. Monsieur Dipita. Oui, madame. Je fais partie des seniors qui acceptent de dealer et qui acceptent le dialogue intergénérationnel. Je n'ai pas peur de cela, au contraire. Je pense que ça nous enrichit mutuellement. Les jeunes prennent de nous et nous prenons aussi des jeunes. Mais faites attention pour que vos invités soient des personnes correctes. Pourquoi? Parce que quand on commence à vouloir avoir une dimension d'homme politique, etc., on n'est plus le bagarreur de la rue. Et on évite d'écorcher inutilement les gens. Vous comprenez? Autrement, je ne serais plus très à l'aise quand vous invitez des jeunes gens autour de la table qui... Moi, je suis une Bantou. Je tiens absolument à ce que mon droit d'aînesse soit respecté. Et moi, je pense aussi que pour la dignité de mes enfants, je dois les traiter d'une certaine façon. Donc je pense que le message a été très très bien entendu et que je n'aime pas ces petites phrases sibyllines des gens qui essayent de mettre les autres mal à l'aise et qui ne respectent pas leur... Allons-y, le message est passé, je pense que nous l'avons repris. Voilà. Maintenant, nous, dans le RDPC, nous gagnons les élections. Vrai ou faux? Les résultats... nous gagnons les élections. Vrai ou faux? Nous gagnons les élections. Ce qui veut dire clairement que les gens qui vont voter sont nos militants et nos sympathisants. Puisque les autres ont fait la propagande pour décourager les gens, non seulement à ne pas aller s'inscrire, mais deuxièmement à l'abstention. C'est-à-dire que même quand ils ont pris les cartes, ils ne vont pas voter. On leur dit, donc, restez au quartier, ça ne change rien, votre vote ne comptera pas, parce qu'ils pensaient que le taux d'abstention serait une sorte de sanction au pouvoir en place. Bon, tout ça là, à l'analyse, ils ont vu qu'ils ont échoué. Il faut qu'ils aillent chercher leur part de sympathisants et leur part d'électeurs. Est-ce que parce que vous gagnez les élections, c'est mathématique que ce soit systématiquement vos militants qui... J'ai dit militants et sympathisants. Si tu votes pour moi, tu es mon sympathisant. Tu ne peux pas voter pour moi si tu n'es pas mon sympathisant. On est d'accord sur ça. Voilà. Donc maintenant, le travail qu'ils sont en train de faire pour essayer de ratisser large et tout, je le trouve normal puisqu'ils n'avaient personne pour voter pour eux. Puisque eux-mêmes ont creusé la tombe dans laquelle ils se sont retrouvés et au finish, le corps électoral ne leur était pas favorable. Bon, maintenant s'ils sont prêts à faire des... Mais quelque chose que M. Mboua Massok a dit, et qui a retenu mon attention, c'est le politiquement correct. Est-ce qu'il y a de la sincérité là-dedans? Pourquoi vous en doutez? Je sais pas.
Mais quand les choses deviennent effervescentes... Je vous prends 2 secondes dans votre temps. Oui, oui. Combattant, pourquoi vous doutez de la sincérité? Pourquoi vous parlez du politiquement correct? Non, je dis politiquement correct. Ce n'est pas que je doute. D'accord. Mais j'interprète l'environnement dans sa globalité. D'accord. Je dis que dans cette interprétation, je crois que beaucoup de gens agissent pour être du camp du politiquement correct. Okay. Je reviens à vous tout à l'heure. Okay. Je vous laisse poursuivre. Alors pour moi, le politiquement correct pourrait équivaloir à quoi? Au fait que, bon, écoutez, vous voyez, on a inscrit tout le monde, etc. On a fait bouger les lignes. Donc nous sommes des citoyens respectueux des lois et règlements de notre pays, etc., etc. Mais en même temps, afficher des comportements qui ne sont pas patriotes. Donc il ne faut pas considérer toute cette effervescence comme n'ayant qu'un aspect positif. Moi, je crois qu'il faut le prendre comme ça vient là. Et maintenant, je voudrais pouvoir conclure mon propos pour dire que si on devait donner une note au processus électoral actuel, vous donneriez sur 20, vous donneriez combien? Il vaut combien? Vous donneriez combien, vous? Moi, je donnerais un 15-16 sur 20. 3 sur 20. 3 sur 20. Non, pas besoin. Pas besoin. Pas besoin. Non, il y a des élèves comme ça en classe qui votent en touche les devoirs. Donc, alors, si effectivement c'est 3 sur 20, mais alors c'est que c'est un suicide que d'aller aux élections. Et là, on retrouve le politiquement correct. Non, mais... Alors, est-ce qu'en disant que vous allez aux élections et en donnant une note de 3 sur 20, vous allez vraiment aux élections, donc vous allez, c'est le suicide. Vous savez que en face de vous, ça va être une tranchée dans laquelle vous allez vous retrouver, mais vous y allez quand même. Voilà le politiquement correct. Permettez-moi, puisque oui, en un mot, et puis, la question qu'elle pose a une réponse en elle-même. Voyez-vous, un meilleur élève, un bon élève dans une salle de classe peut transformer 3 sur 20 en 15 sur 20, pas parce que l'enseignant a bien distillé le savoir, mais parce que cet élève a compris où est le problème. Mais le fait est que en l'état actuel, le code électoral, le processus électoral, il est vraiment plein d'embûches. Mais le bon élève, qu'est le PCRN, sait et veut bien guider la population camerounaise vers le droit chemin afin que ces élections puissent... Pour rendre possible voilà. Le choix de Cabral Libye. C'est ça. Yes. Alors, sur les difficultés rencontrées par les citoyens à s'inscrire, si on faisait une analyse des obstacles, qui c'est peut-être administratifs, logistiques ou sociaux, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Oui, j'ai peur qu'on ne conclue cette émission sans embrayer sur comment les élections vont se passer. Oui, on a 2 heures, donc là il nous reste une heure. Parce qu'au fait, on parle beaucoup des inscriptions. L'élection ne s'arrête pas aux inscriptions. Bien sûr, c'est le s'arrête au niveau des urnes et du compte des suffrages. Bon, or, c'est à ce niveau qu'il faut embrayer, parce que si nous sommes en train d'aller aux urnes et qu'on pense, comme c'est le cas, que les gens sont en train de s'inscrire, c'est déjà une bonne chose. Donc maintenant, il faut qu'on regarde comment ça va se passer dans les urnes. Et comment ça va se passer dans les urnes? Tu craignais tout à l'heure que, comme il n'y a plus assez de temps, est-ce qu'on va chercher à trouver des voies et moyens pour pouvoir corriger ce qui peut être. Et moi, j'ai répliqué en disant qu'à tout moment, on peut arrêter un processus. Même à 2 jours, on peut dire que non, tel qu'on part, on part au mur. Le Cameroun n'a plus besoin aujourd'hui de se retrouver dans des débats post-électoraux qui vont encore nous présenter à la fin du monde comme les gens qui ne comprennent rien. Nous comprenons des choses. Il faut que nous fassions comprendre à nos concitoyens ces choses-là que nous comprenions à nos niveaux. Bon. Donc, moi, je crois qu'il nous faut nous intéresser de manière particulière en ce moment de comment les élections vont se passer. S'il faut qu'on révise les lois, il faut que l'Assemblée nationale, comme c'est elle qui a la charge de cela, le fasse. S'il faut qu'on révise la situation des LECAM, parce que si nous nous en tenons à l'étape actuelle, on va dire que chaque
participant à l'élection, chaque parti a le droit d'envoyer un scrutateur dans un bureau de vote pour avoir un procès verbal. Et qu'au bout du compte, on dit que s'il y a difficulté dans la comparaison des procès verbaux, c'est le procès verbal de quelqu'un qui fait foi. Il y a problème. Il y a problème, puisque ce quelqu'un-là peut faire ses procès verbaux n'importe comment. Bon. Or, à l'heure où nous sommes, s'il y a divergence sur les procès verbaux, c'est le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Et ici, c'est grave. Donc, au bout du compte, laissons l'ECAM faire tout, puisque si à la fin, ce n'est que son bulletin, c'est sa signature qui compte, les autres iront encore dans les bureaux de vote pour faire quoi. Donc, ça veut dire qu'il faut réviser à ce niveau l'élection. Bon, il faut aussi réviser le fait qu'il y ait un tour à l'élection présidentielle au Cameroun. Si tu as 17% et que tu es premier, tu passes. Hein? Et les 83% de gens qui ne t'ont pas voté, tu vas les mettre où? Il faut qu'on ait à la tête de l'État quelqu'un qui a une légitimité réelle, qui lui permet de circuler à travers le pays sans peur. Pourquoi est-ce que le président actuel circule avec l'obéir? Parce qu'il a peur, il n'a pas été, en réalité, il sait qu'il ne possède pas la légitimité, il le sait. Bon, peut-être que les militants de l'EDP ne le savent pas, mais le président, lui, le sait. Il sait qu'il n'a pas une légitimité qui lui permet de se promener, d'aller par-ci par-là. Je disais encore dans un plateau le jour que le président de la République est le seul Camerounais à avoir des moyens qui peuvent lui permettre d'aller dans 2 villages chaque jour. Puisqu'il a des hélicoptères, il a des aides-de-camp. Il dit, faites-moi, je voudrais aller ici, on fait un plan de vol. Il part là. Donc, or, c'est le seul président encore, c'est un des présidents qui ne connaît pas le pays, en vrai. Comment ça? Puisqu'il ne circule pas, il va commander le pays dans le palais. Jamais arrivé dans mon village. Ce n'est pas sur les cartes, non. Je dis physiquement, il ne connaît pas le pays. Vous avez donc à la tête de l'État un homme qui reconnaît... Le président Biya est quand même là depuis plus de 50 ans. Le président Biya a été ministre, il a été Premier ministre. Non, laissons les yeux du ministre et du Premier ministre. Mettons ça de côté. Secrétaire général. Non, mettons ça de côté. Vous voulez dissocier les fonctions antérieures? Oui, non, les yeux d'un Premier ministre ne voient pas de la même manière que les yeux d'un président de la République. Si vous êtes président de la République, votre vue se globalise. Si vous êtes Premier ministre, ça se focalise sur certains aspects. Le président fait le tour du Cameroun en 82, tout au moins. Le tour du Cameroun pour arriver où? Quand il était intronisé dans toutes nos chefferies traditionnelles. Non, mais il était dans les régions. Il était dans les régions combattantes. Bon, c'est quand même discutable de le dire comme ça aussi. Non, ce n'est pas discutable, puisqu'on sait où est-ce qu'il était. Si quelqu'un va dans chaque lieu de province, ça ne veut pas dire qu'il connaît le Cameroun. Il ne sait pas qu'à Bafang, par exemple, en Bouddha, par exemple, s'il y a la pluie, c'est compliqué de circuler. Il faut les bottes. Si les gens demandent qu'on les paie les bottes là-bas, il va dire que les bottes pour faire quoi? Est-ce qu'avec sa capacité de renseignement... Non, si on veut gouverner le pays par les vidéos, vous comprenez bien. Est-ce qu'avec sa capacité de renseignement, le président a besoin de... Non. Ne lui donnons pas un bénéfice de doute à ce niveau-là. Je dis qu'un président de la République, un de ses rôles principaux, c'est de se promener. Il doit se promener à travers le pays. Il doit connaître les recoins les plus éloignés pour pouvoir gouverner positivement. De manière que quand il y a une demande qui vient, il devrait se promener pour quoi? Pour voir les problèmes qu'il y a et venir les côtés à ses ministres. Alors je vous relance. Je vous vois avec beaucoup d'insistance dire tout le temps, on peut interrompre ce processus à tout moment. Quels sont les éléments qui pourraient faire que le processus... Parce que, je veux dire, comme on est lancé, a priori, on est parti pour l'élection. Le 31 août, on va, en principe, clore cette phase pour l'année 2024 d'inscription. Si les élections se déroulent en mars ou avril, au premier trimestre de l'année 2025, oui. On n'aura plus beaucoup de temps d'inscription. Non, on a le temps maintenant, pas pour les inscriptions. J'ai dit que les inscriptions, prenons le cahier d'inscription conclu. Okay. Maintenant, allons maintenant dans les bureaux de vote. J'ai dit que à l'heure actuelle, on peut, par les partis politiques, les associations, parce que malheureusement, tous sont des électoralistes. Les gens disent allons au vote. Mais si les partis politiques qui doivent nécessairement participer à ces votes et donner une impression positive à la démocratie camerounaise, s'arrêtent pour dire, ok, regardons voir le problème de comment le vote va se passer. Et que si tous s'associent pour faire un travail comme ça, il est possible que même en face,
les gens qui gouvernent comprennent que la FESI ne s'arrête pas aux inscriptions sur les électorales. Alors, quelles inscriptions pour quelles élections? C'est au bout de compte, c'est ça la question. Jacques Guillaume. Le processus des inscriptions au Cameroun est entaché de plusieurs irrégularités. Ça, c'est une évidence. Il faudrait déjà commencer par l'entame du combattant qui voulait nous faire remarquer que l'ECAM, le procès verbal de l'ECAM faisant foi, il y a donc lieu d'abandonner le processus électoral à l'ECAM afin que l'ECAM, non, le père. Vraiment, excusez-moi, je voulais vous faire remarquer que tel que nous sommes partis, notre tâche, d'ailleurs Brice l'a relevé ici, est d'éduquer les masses à la citoyenneté. C'est à nous aussi de dire aux Camerounais que, après avoir exprimé notre suffrage, nous sommes les premiers soldats qui ont la charge de défendre, de protéger ce suffrage. C'est bien. J'ai assisté à une élection, celle de 2000, j'ai été scrutateur dans les 2 dernières élections. Je peux vous assurer que si tous les Camerounais se comportaient comme l'ont fait mes camarades dans ma circonscription électorale en Guadeloupe, il n'y a pas moyen de manipuler le résultat. Non, je ne coupe pas, je prends une minute de ta parole, là, une seule minute. C'est-à-dire que vous savez que après qu'on ait fini de lire, les résultats des urnes ne sortent pas. On te dit que c'est dans 2 mois qu'on va les promulguer. Non, mais les publications se font sur à place. 18h, dès que ça se termine, Le dépouillement le fait tableau sur place. noir C'est est le marqué, PV-là on met qui est déposé. Mais Formation par des résultats. ce PV-là va être... On l'envoie chez qui? Au bout du compte, on devrait connaître le gagnant à l'instant T. Au cas où... Dans chaque bureau de centre de vote, on connaît Je le suis d'accord, résultat mais à 18 heures. pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un recoupement qui permette que ces résultats des bureaux de vote soient recoupés avant 20h? Ce sont les irrégularités en ces oui, irrégularités. il y a un problème là. Non, mais souvent, ce problème-là, c'est... Ouais, excuse-moi, Allez-y. Je voulais aller dans le même sens que lui, pour dire que... Mais il y a aussi des centres où nous, le RDPC, nous sommes aussi préoccupés par le contrôle de du vote. En fait, chacun doit se sentir concerné et jouer pleinement son rôle. Je suis d'accord. Parce qu'une fois qu'on a terminé, on arrête à 18h. Oui. On passe au dépouillement. Oui. Il est public. Les gens sont admis dans la salle de dépouillement. On met au tableau les résultats. Tous les portables prennent déjà ce résultat. C'est très bien. C'est déjà une première sécurisation. Oui. La deuxième sécurisation, c'est les partis politiques, certains partis politiques se plaignent de ce que, pour convoyer maintenant le résultat jusqu'à La commission. là où ils doivent aller, bon, ils ont peur qu'il y ait des déperditions. Qu'est-ce qui empêche d'accompagner? C'est souvent l'effectif. Parce qu'en réalité, même dans les centres de vote, les scrutateurs ne sont pas nombreux qui sont là. Et ceux même qui sont là, il y en a beaucoup qui ne sont pas sérieux. C'est moi Dès qui qu'on pose la les question. appelle... Sur cette table, c'est le journaliste. C'est moi qui pose la question. Je dis, pourquoi est-ce que les résultats sortis des urnes ne peuvent pas être promulgués? Mais parce qu'il faut d'abord collecter. Oui, va collecter. mais cette crainte de la collecte-là, c'est là où le problème se pose. Si on disait que chaque bureau de vote qui finit, que les résultats peuvent être publiés, on dit même qu'il ne faut pas en parler avant que Il ne faut pas les promulguer avant Oui, on interdit même ça. Si on interdit, qu'est-ce qu'on craint? Pas promulguer. Non, pas si j'ai déclarer, publié. Ils sont publiés. Parce qu'en général, tout le monde les a. Tout le monde Non, les ils sont a. Moi, mon centre, dans les souvent bureaux de vote. Le lycée technique et l'école publique de Bali et le lycée Jos. Oui. On a les résultats. Oui. Oui, vous les avez, mais on ne peut pas les publier. Mais voilà, on ne peut pas. Et j'ai dit pourquoi. Publier, c'est une autre opération. Exact. Mais Quelle au moins, opération? tout le monde les a. Non, ma fille, ma chère sœur, Entre nous, Didier, vieux. qu'est-ce qui pose problème pour qu'on n'ait pas les résultats à 20h? Qu'est-ce qui pose problème? Quoi? Convoyer les urnes, Certainement faire le ceci. problème Arrive de à d'autres pays logistique, qui sont faire encore- venir Oui. les résultats de toutes les contrées.
Non, ça mais puisqu'on peut avoir un lieu central où tous les bureaux de vote envoient et que ce lieu central proclame le résultat, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui ennuie là? Il ne peut pas avoir des relais qui permettent que chaque bureau de vote, Surtout à l'ère du numérique. Aujourd'hui, chaque bureau de vote envoie à ce logiciel-là et qu'on nous donne le résultat à 20h. Les choses finissent à 18h. D'autres thèmes commencent à se faire ailleurs. Mais ça coûte quoi? combattant, c'est pour ça que je disais tantôt que des questions comme celle-là, qui peuvent effectivement être débattues et trouver une solution qui apaisante. Oui. Oui, moi je pense qu'il faut y aller. Il faut y Jacques aller. Guillaume avait la parole. Oui, je vois l'aîné ou bien le père, il pose le problème du code électoral consensuel. Il ne faut pas aussi méconnaître que là, sur ce point, l'opposition est à pied d'œuvre pour la proposition d'un code électoral consensuel. Et justement, parmi les propositions, il y a la proposition ou bien la demande de mise sur pied d'un logiciel qui a une interconnexion avec le serveur central au niveau de l'ECAM et les serveurs dans les antennes communales. Parce qu'à l'état actuel des choses, il est prouvé que lorsqu'on finit par exemple l'enrôlement dans des listes électorales dans des antennes, il n'est pas possible que le serveur central au bureau national puisse avoir les mêmes informations par les voies numériques. Il faudrait, après avant tous les mois d'août, que ces informations soient mises dans une clé et après les chefs d'antenne partent à Yaoundé. Là, c'est le problème du code électoral consensuel. Oui. Mais nous reconnaissons au moins une chose, c'est que notre responsabilité est engagée dans la mesure où si nous respectons point par point le processus électoral, c'est-à-dire la surveillance du vote, la surveillance du vote et la défense de ce vote. Parce que la défense, on ne peut pas défendre quelque chose qu'on n'a pas surveillé ou bien qu'on n'a pas émis. On n'a pas voté, on dit on vient défendre. Comme on a vu un des ex-camarades de Brice qui s'est fait tirer une balle dans la cuisse, alors qu'il disait avant que ça ne valait même pas la peine d'y aller. Il n'a donc pas, en principe voté, mais il est venu défendre le vote. Vous voyez que ça aboutit donc à ces extrêmes. C'est qui ça? Il n'avait pas voté? Non, dans le principe. Si nous partons dans le principe suivant lequel parce que c'est connu de l'autorité publique, il était parmi les leaders politiques qui appelaient le président national et sa suite des cabris. Il nous appelait des cabris, que ça ne vaut pas la peine d'aller s'inscrire sur les listes électorales, que c'était caduc, le temps de croire en ça était passé. Et après qu'en 2020, ils viennent prouver que non, il a gagné une victoire, c'est quand même contradictoire. Je n'aime pas le jeu entre nous, l'opposition, on doit venir se tirer, mais quand même, remettons les choses au centre et disons la vérité. Disons aux Camerounais que la responsabilité de s'inscrire nous incombe. La responsabilité d'aller voter nous incombe. De surveiller nos votes, c'est de notre responsabilité et surtout de défendre ce vote. Maintenant, les problèmes tels que la logistique qui est au niveau des centres de vote, et ces problèmes sont questionnables. Mais cela n'empêche pas aussi de soulever que les partis d'opposition sont tous unis, ou bien majoritairement autour d'une table, en train de proposer ce code électoral consensuel qui devrait donc être adopté pour le bien du Cameroun. Mais en attendant, c'est bon de cesser. En attendant, allons voter, inscrivons-nous, atteignons la masse critique de 13 à 14 millions d'inscrits. Et vous allez voir, l'autre corollaire de cet aspect, c'est que avec 14 millions d'inscrits, à cause de notre mobilisation, nous n'allons pas vivre ce que nous avons vu dans un pays voisin où un président a proclamé qu'il a réussi, qu'il a été élu. Mais après, c'est dans une chambre qui demande à ceux qui l'ont désigné de faire du bruit. S'il avait vraiment été élu par des Camerounais, par des citoyens de son pays qu'il avait mobilisés, il n'aurait pas besoin de demander de faire du bruit. Le bruit devait venir seul. Donc là aussi, le fait de mobiliser on fait par donne une certaine légitimité. C'est par haute instruction là. Les bruits sont faits par haute instruction. Non. Vous pensez pouvoir, vous pensez pouvoir atteindre le chiffre de 14 millions, c'est-à-dire 7 millions supplémentaires d'ici 2025? C'est notre enjeu et nous y croyons.
On n'est pas dans parce que nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est plus une affaire seulement du PCRN, c'est tous les Camerounais qui s'impliquent et nous croyons nous avons... Donc 7 millions d'ici 2025. C'est possible. C'est possible. Brice, quelle inscription pour quelles élections? J'ai cru avoir été censuré. Heureusement que vous m'aviez enfin passé la parole. Vous êtes vilain finalement ce soir. Excusez-moi. Non, excusez-moi de vous le dire comme ça. Non, franchement. Parce que voilà, 2 tours de table, je n'ai pas eu la parole. Je vous laisse faire la modération. Non, quand vous prenez la parole, vous la prenez pour 6 minutes. Voilà. Reconnaissez-le aussi. Donc, 2 tours de table, quand vous prenez la parole, vous la prenez pour 6 minutes. 2 fois, ça fait 12 minutes. Voilà. Est-ce que c'est pas vrai? Bon, c'est vous qui chronométrez. Et donc, comprenez que de temps en temps, je puisse ne pas vous donner la parole, si c'est moi qui fais ce boulot. Alors, vous avez la parole. J'espère que vous allez aussi me permettre de revenir sur certaines choses. Prenez la parole, je vous l'ai donnée. Okay. Donc, je disais tantôt qu'il y a des difficultés que nous rencontrons régulièrement sur le terrain. On pourrait parler aussi de la logistique, de déplacement du matériel du centre, c'est-à-dire du point focal et les CAM, pour les lieux où les citoyens ont été appelés, ont été suffisamment sanctionnés, sensibilisés à cet effet. Là, c'est un problème vraiment sérieux. L'autre problème à ne pas négliger, c'est aussi les horaires. Et les CAM sait très bien que les Camerounais vaquent à leurs occupations de lundi à samedi. Qu'il n'y a que peut-être les dimanches où ils peuvent avoir un peu du temps pour se mobiliser pratiquement pour la question électorale à fond. Parce que là, chacun tire le diable par la queue, en cherchant un peu comment joindre les deux bouts d'un côté comme de l'autre. Rappelons qu'il y a encore des Camerounais qui doublent les services de cas dans les entreprises pour survivre. Ils n'ont pas le choix. Maintenant, lorsque les CAM se concentrent beaucoup plus dans les jours, ils sont pleins comme ça. dans des jours ouvrables, disons-le, c'est-à-dire de lundi à vendredi, nous pensons également que les CAM doivent mettre l'accent sur les horaires du week-end, c'est-à-dire le samedi et le dimanche, parce que c'est là au moins où les Camerounais peuvent franchement se concentrer sur la chose politique. Je dis franchement se concentrer, parce qu'ils sont concentrés tous les jours, mais le dimanche, le week-end, les offrent les opportunités et même les occasions pour se concentrer totalement sur la chose politique. Et ce n'est pas ce que nous observons tous les jours. Même s'il faut aussi enregistrer ça, aussi il faut le reconnaître, qu'il y a des points où il est comme installe des kicks pendant les jours ouvrables. Il faut le reconnaître, parce que nous sommes sur le terrain et nous observons. Mais nous souhaitons que les CAM puissent déployer beaucoup plus son matériel pendant les week-ends, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. C'est une difficulté que nous rencontrons sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'une fois, vous allez arriver dans un point, par exemple, comme le marché d'Okoti, où il est quand même déployé, vous ne verrez pas aussi tellement de l'engouement de la population, comme, c'est-à-dire un jeudi, par exemple, je prends juste un exemple simple, comparé à un samedi ou un dimanche où les gens sont totalement libres et se concentrent sur la chose politique, c'est-à-dire l'inscription sur les listes électorales. Donc, de ce côté-là aussi, il est comme doit revoir ses horaires. C'est un vœu. Nous appelons vivement à ceux qu'il est comme revoir aussi ses horaires. Vous allez vous rendre compte à l'évidence que quand vous rendez, par exemple, dans les antennes, il est comme pour demander, pour solliciter les kicks, le déplacement des kicks de l'antenne pour les quartiers, pour les différents quartiers. On vous dit pratiquement, s'il y a 10 kicks de RDP, par exemple, à 4, tel parti à d'autres, et finalement, les points où vous avez suffisamment sensibilisé pour que les gens se réunissent et se font inscrire, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas suffisamment de kicks. Et c'est un réel problème. Mais Brice, tu es encore sur les inscriptions. Il a dit quelle inscription pour quelle élection? Je pars étape par étape. Je pars par étape, étape par étape. Et alors, lorsque vous vous rendez compte qu'il y a ce problème logistique et d'horaire, il faut aussi commencer par voir que là, ça plombe déjà le processus électoral. Ça plombe déjà au moins les inscriptions. Maintenant, avec les chiffres, je ne peux pas utiliser aussi un adjectif aussi fort pour qualifier ces chiffres qu'il est comme nous balance de jour après jour. D'ailleurs, le président Maurice Kamto a été clair dessus, que les chiffres balancés par Elecam ne sont pas réels. Au vu des résultats que nous avons, au vu des chiffres que nous fassions tous les jours sur le terrain, je vous rappelle, lorsque le MRC fait enregistrer ou alors inscrire un militant, nous avons des possibilités de faire des décomptes.
Il en est de même pour d'autres partis politiques, des possibilités de faire des comptes. Ça voudrait dire qu'à la fin de chaque semaine, nous sommes capables de dire, voilà en moyenne le travail que nous avons effectué, voilà en moyenne le chiffre que nous avions en ce qui concerne l'inscription sur les listes électorales. Mais bien après, Eleka montre le contraire. Eleka nous déclare le contraire. Et là, c'est le début. Le combattant disait quelle inscription. Si déjà les inscriptions connaissent des sérieux problèmes à ce niveau, notamment dans la compilation des résultats et le chiffre qu'on nous avance avant le jour J, c'est-à-dire le jour des élections, on se pose alors le réel problème, quelle inscription pour quelle élection? On peut se poser cette problématique-là. Donc vous vous rendez compte à l'évidence que si déjà, dès le départ, nous avons des difficultés dans les inscriptions, il est fort probable qu'au moment de l'élection, que ces mêmes difficultés continuent. Et alors, j'ai entendu ici, c'était, voudrait, peut-être je peux me tromper, nous faire croire que le processus électoral sur le terrain est tellement bien, c'est-à-dire il suffit de s'inscrire, contrôler, mais je dirais tout simplement que c'est tout un système qu'il faut revoir. Et les partis politiques, que ce soit de haut, elle est quand même reconnu que le système est mauvais. Ce ne sont pas seulement les partis politiques. C'est-à-dire l'organe même qui est en charge de la gestion des élections a reconnu que le système n'est pas bon, qu'il faut toiletter le système. Certains ont parlé par exemple des tendances. J'ai été très content lorsque l'aîné, l'honorable Marie Ben nous a fait comprendre que le même jour où se déroule le scrutin, il est possible d'avoir les résultats. Et justement, honorable, mon frère du PCN l'a reconnu ici. Et c'est à partir d'au moins, voilà un élément, voilà une piste qui peut permettre aujourd'hui au MRCD dire aux Camerounais que nous avons gagné cette élection. Parce que justement, au sorti des décomptes dans chaque bureau de vote, il était possible, rien qu'à partir des éléments de base des télécommunications tels que les téléphones portables et les tablettes numériques, il était possible pour le MRC d'avoir les résultats. Je ne voudrais pas vous dire que ce même jour, avant la fermeture, après la fermeture des bureaux de vote, moi, Jolako, j'avais déjà le résultat du littoral. Et heureusement que vous avez reconnu qu'il est bien possible d'avoir ces résultats. Maintenant, pour revenir encore une fois... Vous avez des camarades qui ont dit qu'il aurait été impossible. Je dis ceci. Peut-être, on ne va pas refaire ce débat. Voilà, heureusement, on ne va vraiment pas refaire ce débat. On ne va pas refaire ce débat, parce que ce sera parole de l'un contre parole de l'autre. Pourtant, il y a des résultats qui ont été proclamés déjà officiellement. Voilà, officiellement. Voilà. Et je dirais tantôt que nous parlons encore une fois d'un acteur du système électoral qui est l'ECAM. Avant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, j'espère que je ne me trompe pas, il était possible pour l'ECAM de publier les tendances. Sauf que, au vu des événements à l'international, l'ECAM a été dépourvu de ce pouvoir. La CENI, si on est en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, je ne veux pas citer cet organe. Et l'ECAM a été donc dépourvu de ce pouvoir. Vous parlez de l'ECAM ou de... Je dis bien, avant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, l'ECAM avait la possibilité de publier. La CENI, donc, si vous parlez de la Côte d'Ivoire, c'est la CENI. Je suis en train bel et bien de parler de l'ECAM. Et l'ECAM au Cameroun? Je dis ceci. Je suis en train de parler de l'ECAM. Je dis qu'avant la crise post-électorale, l'organe en charge de la gestion des élections au Cameroun, parce que cette crise-là, ce n'était pas encore ceux qui sont là actuellement, qui gèrent les élections au Cameroun, on reconnaît, avait donc la possibilité de publier les tendances. Et à partir de ces tendances-là, les candidats, les uns et les autres, pouvaient déjà réellement s'attendre à un résultat, du moins sur la base de ce que l'ECAM a publié. Sauf que les événements en Côte d'Ivoire ont permis au régime de verrouiller encore plus le système électoral en enlevant ce droit-là à l'ECAM. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est même interdit, à l'organe qui gère matériellement l'élection de publier les tendances. Oui. Interdit. C'est là. Comme je dis, interdit. Et c'est là aussi un réel problème. Comment un organe qui est chargé de gérer matériellement l'élection, c'est-à-dire que c'est l'organe même qui est chargé, parce que sur le terrain,
cet organe est ensemble avec les acteurs, les représentants des acteurs, des candidats dans les bureaux de vote. Comment il est interdit à cet organe de publier les tendances? Ça voudrait dire qu'à ce niveau-là aussi, on peut encore se poser la problématique, c'est-à-dire quelle inscription pour quelle élection. Là aussi, les choses sont plombées. Merci. Et c'est pourquoi nous disons que, il est important de s'inscrire massivement, de contrôler, de surveiller et de contrôler aussi. Merci. Et nous appelons aussi au toilettage du système électoral. Merci. Est-ce que vous savez comment le SDF... Ne dis pas aussi. Oui. C'est même là. Pas voilà. Est-ce que vous savez comment le SDF a fait pour arracher les élections à Fadil, à Douala 3e? Merci. Je vous assure que les représentants du SDF ont encerclé la mairie et ont passé des nuits là-bas pour dire les résultats que nous avions déjà, rien ne peut être changé. Merci, Brice. Et voilà comment Fadil est tombé. Merci. Donc nous appelons non seulement à l'inscription, à la surveillance et à la défense, parce que là c'était une étape qu'on appelle la défense. C'est bon, c'est compris. Voilà. Merci. Donc il faut défendre également la fin. Quelle inscription pour quelle élection, Marlise Rose? Je pense qu'on a dépassé le niveau des inscriptions. Nous sommes tous d'accord qu'il faut que les gens s'inscrivent, parce que c'est un devoir national. Deuxièmement, j'ai reconnu que le processus électoral peut être amélioré. Il peut être amélioré. Pourquoi je le dis? Simplement pour que, même s'il n'y a pas un consensus parfait, qu'il y ait l'apaisement. Et pour que les élections se passent dans un environnement apaisé. Et pour que cela soit possible, je pense que les actions qui sont menées par l'opposition, qui n'essaye pas, qui est en train d'élaborer quelque chose qu'ils le vont présenter à l'Assemblée, ce processus, je prie Dieu qu'il prospère. Merci. Je prie Dieu qu'il prospère. Parce qu'au bout du compte, ce que nous allons tous gagner, c'est l'apaisement. Mais maintenant, je voudrais également qu'il soit admis que ce processus n'est pas mauvais à 90%. Parce que quand lui, il donne la note de 3, je le trouve bien trop sévère. Je pense qu'il y a des petites choses, des petits réglages qu'il faut pouvoir faire pour que les choses soient plus fluides. Et donc, ça prend et du lobbying, il y a une façon de procéder en politique qui n'est pas forcément la guerre, l'affrontement, j'allais dire, toutes ces tensions-là, on n'en a pas besoin. Mais je voulais aussi dire, en passant aux combattants, que vous savez, le président a une sécurité, c'est vrai, et je pense que c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que déjà notre pays n'est pas un pays actuellement en paix. Nous avons quand même des poches extrêmement violentes. Oui, non, mais c'est normal donc qu'il soit protégé, parce qu'il est la première cible. Il est la première cible. N'importe quel, j'allais dire, séparatiste ou bien Boko Haram ou serait content de pouvoir réussir un coup pareil. Donc, je pense que c'est normal que le président de la République, quand il se déplace, soit protégé. Ce n'est pas un abus de pouvoir, c'est juste une précaution qui revient au statut qui est le sien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire donc maintenant au-delà de ces élections, au-delà de ces inscriptions, pour que ces élections obtiennent un minimum de consensus? Pour qu'au-delà des élections, que les résultats soient, je veux dire, acceptables, admis, qu'il y ait un minimum, comme je l'ai dit tout à l'heure, de volonté des différents acteurs à se dire on a inscrit, les gens sont mobilisés, sont allés voter, il y a eu dépouillement, il y a eu résultat. On pense que ce résultat reflète effectivement le choix des Camerounais. Par exemple, si le problème logistique est résolu, qui permet donc
la collecte instantanée de tous les résultats. Ça pourrait... Et la diffusion. Ça pourrait... Collecte et diffusion. Une chose d'abord, non, avant. Oui. Bon, donc je pense que ce problème logistique, s'il est résolu, il peut participer à rassurer, d'accord? Mais également, je pense que le processus lui-même, en lui-même, c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas si mauvais que ça. Le processus lui-même est perfectible, mais pour moi, ce n'est pas un mauvais outil. Ces aménagements ou bien ces corrections qui pourraient être amenées sur le plan logistique, par exemple, moi je pense que c'est des choses Élection à 2 tours et tout le reste. Non, l'élection à 2 tours, je ne vois pas l'intérêt. D'abord, ça coûte cher. Aux États-Unis, ça n'existe pas, ils sont morts là-bas. Non, on peut très bien avoir une élection à 1 tour si le processus est bon et s'il est accepté par la majorité des partis. Les choses vont se passer dans la paix. Ne prenons pas les exemples ailleurs, comme par exemple les États-Unis. Le conditionnement électoral des États-Unis est différent. Oui. Pouvoir aller, on n'entend pas dans les détails là. Oui. Mais les petits détails dont tu parlais là tout à l'heure, le sage dit que le diable se cache dans les détails. Si le diable se cache dans les détails, ça veut dire que là-bas qu'il faut aller voir les problèmes. Donc il faut bien que ces petits réglages-là soient faits. Et je suis content d'être devant une députée qui certainement connaît les petits, ce qu'elle appelle les petits réglages-là. Elle les connaît. Et comme elle les connaît, on croit qu'elle peut les porter à la connaissance de l'ensemble de l'Assemblée pour que ce truc-là soit débattu. Bon, maintenant, comme les partis politiques, je crois que de manière consensuelle, que ce travail est en train d'être fait. Si ce travail est en train d'être fait, il faut qu'il se fasse et qu'il ne soit pas fait simplement pour faire, qu'il soit fait pour aboutir. Quel travail? Un travail de... Non, le travail de corriger le code électoral consensuel. Oui, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut un travail... Il est en train de faire ce travail? Ils ont dit ça. Ils Les continuent. partis politiques Je sont conserve. des plateformes, ils ont même proposé, ils veulent proposer à il y l'Assemblée. a eu la... Voilà. ça qu'ils veulent. Et moi, je crois Ils l'ont que... déjà fait. Moi, je crois... Proposer à l'Assemblée nationale. Oui. Moi, je crois Ils l'ont donc déjà fait. qu'il faut que les partis politiques associent aux masses populaires, à leurs militants, à ce débat-là. Parce que le débat, simplement, entre partis, la plupart du temps, s'arrête vite. Mais si on mêle les gens, donc on demande, allez vous inscrire, et que voici ce que nous avons fait pour que votre vote soit pris en compte, les gens vont s'approprier ce débat. Et il est bon qu'à un moment donné, les citoyens s'approprient les débats politiques qui sont à l'Assemblée, par exemple, ou qui sont dans les états-majors des partis politiques. Jacques Guillaume, sur ce qu'il y a encore à faire? Il faut perfecter ou bien perfectionner, améliorer le processus dans cette étape. Vous voyez par exemple, M. Brice s'est donné le luxe de me prêter un mot que je n'ai pas avancé sur ce plateau. Je n'ai attribué les résultats des élections de 2018 à personne, si ce n'est à l'opposition. Parce que pour la petite histoire, je vais vous rappeler, Brice, que nous avons eu des éléments d'information qui nous disaient, qui nous pouvaient, justement, quand on a le souci de vouloir la perfection, c'est que, en fait, les 14% qui ont été attribués à votre leader, en fait, c'était à nous, ces 14%. Mais comme on ne voulait pas donner aux plus jeunes, on a fait, il faut améliorer. Comment? Je n'ai jamais dit que... Ça, c'est vraiment... Et donc vous avez gagné. Non, on n'a pas gagné. Mais on n'a pas dit que c'est vous qui avez gagné. En tout cas, ils ont les députés à l'Assemblée nationale. Sois honnête. Maintenant, Bon. la question qui était... Donc, en fait, c'est... on fait des petites distributions à Oui, tête En cherche. fait, à un moment donné, nous avons réalisé que tellement il y a des vides dans le processus. Oui, par exemple, qu'est-ce qui peut justifier que... NDPC charitable, hein, vous donnez des pourcentages. Qu'est-ce qui peut justifier que les données qui sont dans une antenne ELECAM ne peuvent pas transiter au serveur central sans qu'il y ait un transporteur? C'est justement pour créer des vides et créer des espaces de manipulation des chiffres. C'est ça qui a amélioré, admettons-le.
Mais ne disons pas, comme Honorable dit, que c'est à 0. Même si je préfère rester sévère, ce n'est pas plus de 5. Peut-être avec ces explications, il a progressé. je peux quitter de il 3 est à passé 4. de 3 à 5. Mais ce n'est pas vraiment très beau à voir que dans une nation comme la nôtre, 60 ans après les indépendances, nous avons des grands militants, des combattants qui ont donné leur vie pour avoir ce souci d'avoir un Cameroun prospère et que nous sommes aujourd'hui à tergiverser sur ce type de problème. Vraiment, rentrez dans votre comité directeur, posez quand même ce problème de citoyenneté, de nationalité camerounaise. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui n'y croient plus. Partent, prennent la route, si ce n'est pas par le désert, c'est parfois ils prennent des crédits, ils arrivent même là-bas, ils sont désillusionnés, ils n'arrivent plus à rentrer. Pas parce que ici est mieux, mais parce qu'en rentrant, il va payer les dettes comment? Non. Vraiment, essayons de prendre notre responsabilité et disons-nous que c'est le Cameroun des générations à venir. C'est d'ailleurs pourquoi au PCRN, nous avons pensé que la jeunesse a déjà le ras-de-bol de toujours se tourner vers des gens qui ont leur avenir dans leur rétroviseur. Mais faisons confiance à ceux-là qui sont dans le projet, qui savent que 7 ans après, ils vont rendre compte, 14 ans après, ils vont voir le bilan de l'autre et ils seront là pour voir comment ça avance. Et pour ce qui est du processus, mon cher aîné Dipita, nous savons qu'il est perfectible. Il n'est pas parfait, mais avec ce processus électoral-là, nous pouvons changer les lignes. Nous pouvons avoir des résultats. Pourquoi? Parce que, monsieur le combattant, nous vous rejoignons quelque part. Dans la mesure où nous voulons une victoire, ou bien nous voulons une élection où celui qui réclame la victoire a une légitimité. Parce que si à un moment donné, on prend en otage les centres de vote où on est en train de dire que non, le PV que EDECAM veut transporter là, il n'est pas crédible, que EDECAM trouve un moyen de fuir avec ce PV, rassurez-vous, la population ne va plus laisser. Mais c'est ça, pour parvenir à avoir cette légitimité, il faut ce travail de fond qui est basé sur la mobilisation, sur l'implication des partis politiques, sur le retour de la confiance des Camerounais à ce que le processus électoral est notre seul gage pour un réel changement citoyen. Brice, allez-y. Je pense que sur cette phase, il faut aller de façon méthodique en convoquant plusieurs éléments et plusieurs acteurs, aussi plusieurs institutions. La première institution que nous pouvons convoquer ici, c'est d'abord l'Assemblée nationale pour donner un cadre légal et clair au système électoral, en l'occurrence à travers le vote d'un code électoral qui fait consensus. À 16 mois de l'élection. C'est possible. C'est possible. Il y a encore au moins 3. Il y a plusieurs sections de l'Assemblée. Et environ 12 à 13 mois. Voilà, c'est pour ça que le combattant Mouamasson disait à tout moment, on peut interférer par un cadre légal dans un processus électoral. Je disais tantôt qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il faut donner un cadre légal qui fait consensus. On n'a pas dit qu'il fait l'unanimité, parce que l'unanimité est différente du consensus. On veut trouver au moins un juste milieu. C'est-à-dire qu'il peut y avoir concession à gauche et à droite. Mais on trouve un juste milieu où il peut y avoir une transparence. De telle manière que les résultats promulgués à la fin par l'organe en charge de le faire ne souffrent pas autant de contestation. Là, c'est le cadre légal. Maintenant, sur le cadre structurel, il y a ELECAM. Il faut revoir ELECAM, notamment par le casting. Le mode de désignation des personnes qui dirigent ELECAM. Je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui, jusqu'au président du conseil électoral de l'ELECAM, il passe par la nomination. C'est une réalité. Comment se fait-il qu'un candidat déclaré nomme des personnes, toutes les personnes qui sont en charge de la gestion matérielle de l'élection, nomme les personnes qui vont diriger l'organe qui est en charge de la gestion des élections? Monsieur Dupita, vous maîtrisez très bien l'administration. Celui qui vous nomme un pouvoir sur vous, c'est aussi clair à entendre que ça.
Pourquoi le président du conseil électoral ne peut pas être voté par l'ensemble des partis politiques, du moins les candidats? Du moins les candidats à une élection. Vous croyez qu'à ce moment-là, Elecam n'aura pas une petite crédibilité, entre guillemets? Que tous les candidats... Mais lorsque vous nommez le président du conseil électoral, vous nommez le directeur des élections, dans le même organe qui est chargé de gérer les élections, vous êtes encore en concurrence, en course, en liste avec vos concurrents. Comment croyez-vous que ceux que vous allez nommer là seront impartiaux? Non, quand même, soyons concrets. Revoyons maintenant au niveau du Conseil constitutionnel. Je vous rappelle que jusqu'au jour où le contentieux post-électoral avait lieu après l'élection 2018, certains membres nommés, certains conseillers nommés au Conseil constitutionnel étaient encore militants du RDPC. Et les avocats du MSC ont prouvé. J'ai dit, vous partiez sur Internet, vous verrez que certains membres nommés, leur nom figure encore sur la liste des militants du parti au pouvoir. Or, le même candidat qui les a nommés est aussi en liste. Vous croyez que là, le Conseil constitutionnel peut dire le droit facilement? Non. C'est compliqué. On pourrait également parler, dans le code électoral, on va constituer tout, c'est-à-dire le bulletin unique, le vote à 2 tours, parce qu'en réalité, un vote à 2 tours donne la légitimité à un président de diriger. Vous pouvez avoir la légalité, c'est-à-dire vous gagnez avec une majorité relative, moins de 51%, vous êtes président, mais là, il y a presque la moitié, plus de la moitié de la population qui n'a pas voté pour vous. Est-ce qu'à ce moment, vous pouvez vous réclamer comme président? C'est un réel problème. Et c'est où je convoque 2 élections. L'élection de 92 et l'élection de 2018. Où les résultats ont été ceux que vous connaissez, qui ne donnent aucune légitimité et qui nous donnent un président de fait. Voilà la réalité. Donc vous comprenez que le système électoral, un système est un ensemble qui est constitué des acteurs aussi. Le système doit être toiletté, au moins à plusieurs étapes que je venais de citer, pour permettre à l'acceptation des résultats promulgués. C'est-à-dire de la base jusqu'au sommet, de l'organisation matérielle jusqu'à la proclamation des résultats. Et c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le code électoral, le projet, la proposition, parce que ça vient de l'opposition, la proposition du code électoral qui a été faite par des acteurs de plusieurs partis politiques de commun d'accord n'a pas été acceptée au moins pour un débat à l'Assemblée nationale. Cette proposition est là, bien faite, et où tous les acteurs de l'opposition, y compris certains qui sont dans le parti au pouvoir, sont bel et bien conscients que ce que ces gens-là proposent, nous nous retrouvons dedans, et ça peut faire consensus. Pourquoi est-ce que cette proposition n'a pas fait l'objet d'un débat, au moins avant de récolter un rejet? D'accord. Faites au moins l'objet, débattez au moins sur ça, mais ça n'a pas fait l'objet d'un débat. Donc vous comprenez qu'à plusieurs étapes, le système électoral au Cameroun est verrouillé. Et lorsque c'est verrouillé, ça peut pousser à des mécontentements. D'accord. Ça peut pousser au rejet des résultats programmés par le système, par le Conseil constitutionnel. Question de constitutionnel. sortie. Alors cette mobilisation ne cache-t-elle pas la période post-électorale qui souvent est animée du contentieux? La question est pour qui? Jacques Guillaume, on commence avec vous. Question de sortie. Si cette mobilisation prépare déjà des contentieux. En d'autres termes. Non, nous ne pensons pas. Sauf que cette mobilisation... Si vous dites que le système est verrouillé, que le RDPC et son président contrôlent tout, et que... Nous ne sommes plus là à arriver à la phase, nous ne sommes plus à la phase où on va regarder encore ces nonagénaires, octogénaires, nous gérer. Nous ne pensons même plus possible que ce Cameroun soit encore géré par nos grands-parents, que nous respectons, Marlys. Nous respectons beaucoup nos grands-parents et nous souhaitons juste qu'ils se reposent. Nous leur souhaitons juste un bon repos, qu'ils soient dans la chambre des sages, comme le propose notre président du parti, parce qu'ils devront donc être
ce sur qui nous allons nous adosser pour avoir des conseils et des sages orientations. Mais nous sommes convaincus que l'élection de 2025 est adossée sur une légitimité acquise, à condition simplement que cette mouvance, telle qu'elle a commencé, puisse se poursuivre et atteindre son point critique, qui est autour de 13 millions d'inscrits. Dès que nous avons 13 millions d'inscrits pour 11 millions d'électeurs, je vous assure, il n'y aura plus besoin de réclamer une victoire que ce soit. La grogne qui sera dans les rues au jour de la proclamation va les dicter de dire le bon résultat. Il ne sera plus question, comme quelqu'un l'a dit en 92, non, je lis seulement ce qui est écrit et je lis seulement ce qu'on m'a donné. Il devra lire ce qu'il doit lire. D'accord. Parce que là, s'il voudra retrouver sa famille, ça va aller dans tous les sens. Non. Ça, c'est clair. Non. Non, pas jusqu'à là. Brice. Oui, On arrive, mais bon, il faut toute proportion garder. Oui, mais comme je l'ai dit tantôt, nous ne souhaitons pas qu'on arrive là, parce que vous voyez, lorsqu'il y a un trouble, c'est tout le monde qui perd. Que vous soyez du parti au pouvoir ou de l'opposition, vous perdez. Vous voyez, nous sommes dans une logique d'une alternance par la paix et dans les urnes. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les uns les autres, malgré le verrouillage du système électoral, de faire le droit, d'aller dire leur droit, leur devoir même, leur devoir citoyen de s'inscrire, c'est une obligation citoyenne. Ailleurs même, c'est une contrainte, c'est une coercition. Pourquoi les Camerounais ne pourront pas le faire? Non. Et ils ont pris conscience et nous sommes tellement heureux. Maintenant, à dire que la mobilisation, peut-être, comment dirais-je, c'est-à-dire en filigrane, on pourrait voir là plus tard un début de contentieux post-électoral. Je pense que c'est le RDPC qui nous l'a dit. La preuve en est que l'honorable nous a dit sur ce plateau qu'ils sont tellement inquiets dans leur parti politique au regard de la mobilisation des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. J'ai dit ça. Elle a dit ça ici. Oui. Et c'est terrible. Vous comprenez à quel point... Vous voyez quand même du coin de... Vous comprenez à quel du coin point... de l'œil, vous souriez. Je dis ceci. Non, Je reprends tout simplement ce qu'elle a Non, elle dit. a pas Non, je n'ai Donc, jamais à quel déclaré point, ça. peut-être je peux me tromper, mais elle a trompez. dit quelque chose tendant à ce non. niveau. Mais c'est Voilà, également donc je le disais contraire tantôt que j'ai que... dit. Elle a dit qu'elle n'est Vous pas... vous trompez grandement. Je disais tantôt que tellement elles ont peur dans le RDPC de la mobilisation qui se passe sur le terrain qu'elles commencent bien à présager un contentieux post-électoral. Non, elle n'a pas dit. Mais mieux vaut le contentieux post-électoral que les désordres. Brice. Donc c'est la raison pour laquelle le MSC dit. Commençons par là. Elle ne l'a pas dit, il faut le corriger. Vous savez, Elle n'a pas dit qu'ils ont peur de la mobilisation parce qu'ils préparent le contentieux. vous croyez que chez elles, elles n'ont pas peur? Non, ça, c'est une autre question. C'est une réalité sur Non, le terrain. non, c'est une autre question. Mais lui prêter des propos alors qu'elle est présente et que nous sommes là et qu'on a écouté, c'est pas correct. Je prends, c'est pas compliqué. Je disais tantôt que il y a la peur dans le camp d'en face, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent. Et lorsque vous voyez l'attitude de notre maman Malice Douala-Bel ici sur le plateau, personne ne peut dire le contraire. Vous avez vu quand vous avez posé la question sur la mouvance des partis politiques et bien d'autres autour du processus d'inscription chez les listes de l'autre, elle a beaucoup paniqué pour répondre à cette question. Donc ça prouve, son attitude prouve exactement qu'il y a la peur. Merci Brice. Allez, Et moi je voulais lui dire... vous allez remarquer, elle va prendre le temps Oui, de je vais lui dire, Elle vous mais comprend. si vous avez peur justement parce que On a moins de 2 vous avez minutes. tellement verrouillé le système qu'aujourd'hui vous voyez que les Camerounais ne peuvent plus accepter les résultats que vous l'aurez Vous êtes dans la fabriqués reine dans les politique. laboratoires. Vous êtes dans la reine politique. Donc sachez que Merci, Brice. On avec a la fait mobilisation, faites gaffe. 2 Faites minutes. gaffe de promulguer Merci. les résultats que vous avez fabriqués dans les machines et Non. non ceux que les citoyens ont. Mais ont vous décidé. savez que vous dites tellement de choses qui peuvent nous comprendre. Les résultats fabriqués, c'est tellement... Comme ils l'ont fait en 2018. Non, regardez, hein, dans le... Comment on appelle ça? Dans la communication sociale, la communication de masse, il y a des petites phrases, des petits bouts de mots qu'on laisse passer là, qui peuvent nous compliquer la tâche devant des instances aussi regardantes. Hein. Ben oui, C'est pour ça que... on le dit tout le temps, mais on en pour paye ça. le prix. Ok. Donc il faut de temps en temps essayer de bien tenir nos langues.
pour le dire ainsi. Malise Rose. Les hommes politiques échouent quelquefois parce qu'ils ne sont pas de vrais hommes politiques. Pourquoi? Parce que quand j'ai en face de moi quelqu'un de l'opposition qui prend cette attitude fermée, hautaine, agressive, mais ça ne peut plus être... Nous ne pouvons plus nous mettre autour d'une table. Et personne n'a intérêt à ce que ça se passe comme ça. Nous devons pouvoir, malgré des opinions divergentes, nous mettre autour d'une table pour poser les différentes préoccupations des uns et des autres. Ok, nous avons peur. C'est ce que vous avez dit. De quoi? De qui? Du MRC. Oh là. Bon, d'accord. Il faut apprendre, jeune homme, que quand on vous envoie sur les plateaux de télé pour porter, la voix du MRC, par exemple, évitez de prendre ces postures de guerrier. Merci, Malise Rose. Non, c'est important qu'il le sache. C'est compris. C'est dangereux de prendre ces attitudes de guerrier. C'est compris. Parce que Merci. je ne pense pas que le rapport de force entre lui, le MRC et le RDPC soit en faveur du MRC. Dans les unes. Oui. Combattant. Au fait, nous disons aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. À la lecture de la Constitution, le vote est obligatoire au Cameroun. Parce Non, qu'on le, dit- le vote n'est pas obligatoire. Je dis parce que la Constitution dit que ils prennent part, pas peuvent y prendre part. C'est ils prennent part. Oui, Tous ceux qui sont en âge de voter. oui. Ça veut dire que c'est obligatoire. Ils prennent part là. Parce qu'on pourrait bien dire que peuvent y prendre part. Ça, peut-être c'est un débat, je ne l'ouvre pas. Mais je jette seulement un coup d'œil dessus. On sait que la Constitution a dit qu'ils prennent part. Bon, le débat que nous venons d'avoir ici est un débat qui cherche à apporter des éclairages à nos concitoyens qui sont chez eux. Mais il faut que nous sachions qu'il est bon qu'on ne soit pas surpris demain d'une situation qu'on pouvait bien évoquer avant. Parce que il y a des coups d'État. Je ne souhaite pas ça au Cameroun. Mais il y a des coups d'État qui se justifient par le fait qu'un système a été verrouillé. Parce que quand le conseil militaire prend la parole, c'est toujours pour dire qu'ils sont venus corriger. Et une armée républicaine a le devoir, je dis le devoir, de veiller sur la protection des masses, des populations, face à deux types d'agressions. L'agression est externe lorsque un pays nous attaque. L'agression est interne lorsque la Constitution est bafouée, c'est-à-dire que lorsque une partie des gens s'approprie la légitimité, s'approprie la souveraineté. Et à ces deux niveaux, l'armée a le devoir d'agir, parce que c'est l'armée qui protège la population. Donc j'ai peur que les débats qui font comme si les gens s'amusaient nous amènent à une situation que personne des acteurs actuels ne peut contrôler. Merci, combattant Bamassor, Honora Malise Rose dans la Belle, Jacques Guillaume Bisseron et puis Brice Diolaco. Merci à vous à la maison également d'avoir suivi cette autre édition de Cartes sur table. Bonsoir et à mardi prochain.